Alors, quelques mots sur le cybersexisme, qui devient un phénomène de société, qui impacte l'école et qui concerne de plus en plus de jeunes. Alors, selon le rapport de l'étude qui va vous être présenté après, ça concerne 3 filles et 2 garçons par classe. Ces violences sont très présentes hors ligne, mais elles sont encore plus remarquables sur les réseaux sociaux où elles se développent. On en trouve de différentes formes. Le cybersexisme prend différentes formes. Les plus courantes concernent tout ce qui touche aux insultes, aux menaces, aux SMS ou MMS à caractère sexuel, qu'on appelle les sextos. Un autre phénomène qui s'appelle le revenge porn, qui est en fait la diffusion de ces SMS ou MMS sans le consentement de la personne, dans le cadre généralement d'une vengeance. Voilà. Alors cette nouvelle forme de violence, elle a des conséquences, elle peut avoir des conséquences importantes sur les jeunes. Voilà. Donc c'est à ce sujet, c'est de ce sujet dont on va vous parler, dont va vous parler Madame Kouchouchieks pendant 1h30 à peu près. Ce cybersexisme est un phénomène qui fait partie d'un ensemble d'autres que l'on traite au niveau de l'académie avec des partenaires comme la délégation aux droits des femmes dans le cadre de ce qu'on appelle la prévention des violences et l'éducation à l'égalité. Donc cette action, au travers de cette conférence, est une action parmi d'autres sur ce sujet-là. Je vais laisser la parole à Delphine qui va vous parler plus précisément de la politique concernant l'égalité et la prévention des violences au niveau de l'État, hors éducation nationale aussi. Et puis après, Madame Kouchouchieks, donc qui va animer cette conférence, se présentera elle-même et puis vous expliquera comment va s'organiser ce temps cet après-midi. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, un mot très rapide pour vous expliquer en quoi consiste la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est donc conduite et animée par l'État. Si on parle aujourd'hui de sexisme et de propos ou de comportements à caractère sexiste, c'est parce qu'il y a un environnement aussi dans lequel on vit globalement dans la société, environnement qui est encore fait essentiellement d'inégalités entre les femmes et les hommes. Et ces propos, ces comportements sexistes, s'il nous faut en prendre conscience et lutter contre, c'est parce qu'ils empêchent un certain nombre d'entre nous, et notamment essentiellement les filles et les femmes, de se comporter aussi librement qu'elles le souhaiteraient. On n'en a pas toujours la grande conscience, et ça veut dire que parfois, sur la manière de s'habiller, sur les endroits qu'on fréquente, sur les chemins qu'on prend pour aller d'un endroit à l'autre dans les espaces publics, il va y avoir toute une stratégie pour éviter des situations qui peuvent nous confronter ou confronter les personnes à du sexisme. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble d'une forme particulière de sexisme, le cybersexisme, mais lutter contre le sexisme, c'est quelque part la base aussi pour chacun d'entre nous en tant que citoyen, pour faire en sorte que la société soit globalement plus égalitaire. Donc la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, a lancé il y a 6 mois un grand plan national de lutte contre le sexisme qui vise justement à labelliser, à repérer toutes les actions qui sont menées, notamment en milieu scolaire, mais pas que, dans le monde du travail, dans les espaces publics, pour prendre conscience de ce qui se joue en matière de relations entre les femmes et les hommes. La politique globalement de l'égalité entre les femmes et les hommes est aussi beaucoup plus vaste. On va s'occuper de travailler sur les violences, quelle que soit leur nature, les violences faites aux femmes, de prévenir et lutter contre ces violences. Mais je disais tout à l'heure qu'on parlait également d'inégalité dans l'ensemble de la société. Donc on va aussi travailler sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur l'accès des femmes à l'entrepreneuriat qui est moindre que celui des hommes, sur globalement l'égalité femmes-hommes dans l'éducation par exemple. Voilà. Donc ce sujet touche finalement toutes les dimensions de notre vie en société. Et la base de tout ça, c'est bien la question du comportement. Donc on va en parler aujourd'hui.
Eh bien, je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Je remercie Madame Guillet, Madame Zenou de m'avoir sollicité pour venir vous présenter et discuter avec vous de cybersexisme et de sexisme et vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée en Île-de-France au cours de l'année dernière. Alors évidemment, je suis scientifique, je suis sociologue de l'éducation et je trouve que c'est un sujet très, très important et je suis tout à fait heureuse de la présentation que vous venez d'en faire qui plante vraiment bien le contexte. Je suis également heureuse de pouvoir constater, alors d'une part que nous avons des salles implantées dans différents endroits et j'espère que vous nous recevez bien dans chacune des salles. Je suis heureuse de constater que le public est mixte, au sens où il y a des jeunes et où il y a des adultes. Alors on va faire peut-être un petit sondage juste pour commencer. Qui sont les élèves? Est-ce que vous pouvez lever la main, les élèves? Les élèves, voilà. Ah si, c'est important pour moi. Alors je vais me lever parce que je préfère parler debout. Levez bien haut la main. Collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes. Voilà. Et les adultes d'établissement, les adultes qui travaillent en établissement, dans les établissements. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas dans les institutions scolaires? Oui, bravo. Bon, merci beaucoup. Donc merci de votre présence. Ce que je vous propose, mon intervention va se dérouler un peu en plusieurs temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les premiers résultats, les grands résultats, les résultats importants en tout cas, pour parler avec vous, pour discuter avec vous de ces questions de sexisme et de cybersexisme. Pour moi, ils sont complètement reliés, vous le comprendrez. Et puis, on aura un temps de questions et de discussions qui suivra cet exposé. Donc dans les salles et puis même parmi vous, moi je vous propose de bien noter vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, je suis prête à répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions qu'on n'ose pas poser. Au contraire, on dit que pour lutter contre le sexisme, il faut oser poser ces questions. On est là pour ça. On est là pour discuter aussi ensemble. On aura ensuite encore un temps d'exposé puisque nous avions dans l'étude que je vais vous présenter brièvement des recommandations, des priorités liées à qu'est-ce que l'on peut faire collectivement pour essayer de pallier ces situations, pour essayer d'avancer ensemble. Et à nouveau un temps de débat, discussion à propos de ces recommandations. Est-ce qu'elles vous paraissent envisageables? Est-ce que vous pouvez imaginer concrètement comment les faire avancer? Puisque ce n'est pas le travail des chercheurs de faire cela, mais c'est bien justement là que que les chercheurs ont besoin de vous, qui êtes les acteurs au plus près de ces situations. Nous, on les a regardées un petit peu en nous décalant. C'est le propre de la recherche, c'est également utile. Mais là, je suis très heureuse de présenter ça avec vous parce que vous allez pouvoir me dire si ce que nous avons pu écrire, comprendre et en dire vous paraît faire avancer les choses. Donc je vais m'appuyer pour cette présentation, cet exposé, sur une étude qui a été réalisée donc en Île-de-France au cours de l'année dernière. Elle a commencé en septembre 2015 et elle s'est achevée en juin 2016. C'était une étude qui a été commandée par un centre. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ce centre, qui est un centre de la région parisienne, justement un centre subventionné par la région Île-de-France, le centre Hubertine-Auclair, qui avait commencé à se questionner sur ces questions de cybersexisme, qui avait fait une première campagne en disant attention au cybersexisme parce qu'en 2014 commençait effectivement, 2013-2014 commençaient à émerger des histoires sur ce sexisme qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par les smartphones. Donc le centre Hubertine-Auclair a commandité une étude que nous avons donc réalisée et vous avez des documents qui sont téléchargeables en ligne, donc la synthèse. Vous pouvez vraiment y accéder en ligne sur le site du centre Hubertine-Auclair et le rapport complet de l'étude pour ceux et celles qui aiment beaucoup la lecture.
Et d'autres ressources encore, puisque le centre Hubertine Auclair est un centre qui produit des ressources. Donc pour les enseignants, les enseignantes ou les personnes qui veulent travailler sur les stéréotypes dans les manuels scolaires, sur la question d'abord comment aborder les sexualités, etc., il y a de nombreuses ressources en ligne sur ce site. Donc l'étude a été réalisée au sein de l'Observatoire universitaire international éducation et prévention, qu'on appelle WIEP. C'est un organisme qui fait de la recherche et qui fait aussi de la formation. Cet organisme est situé dans l'université Paris-Est Créteil. Académie de Créteil, ça ne fait pas partie des académies les plus favorisées, mais c'est une académie dans laquelle on travaille et on travaille beaucoup, notamment en lien avec les territoires, justement les territoires que l'on dit souvent sensibles. Donc c'est grâce à une équipe de recherche que nous avons pu mener cette étude sur un temps qui, pour un temps de recherche, est extrêmement court. C'était 9 mois, donc extrêmement court. Donc entre 2015 et 2016, et vous voyez que cette étude, elle a concerné 12 établissements qui étaient répartis dans les 3 académies, Versailles, Paris et Créteil. Les 12 établissements avaient été sélectionnés par le centre Hubertine Auclair en relation avec les chargés de mission des rectorats. Donc ces 12 établissements avaient été donc sélectionnés par les chargés de mission des rectorats de Versailles, de Paris et de Créteil. 8 collèges et 4 lycées, comme vous le voyez. 5e, les classes concernées étaient des classes de 5e, 4e, 3e et seconde du lycée. Donc là, à mon avis, vous êtes en 5e, 4e, c'est ça ? 4e. Donc le public de l'étude que nous avions était quand même assez hétérogène du point de vue de l'âge. Ça a été quelque chose aussi que nous avons dû considérer pour notamment l'approche que l'on pouvait avoir, puisqu'on ne pouvait pas avoir des approches différentes pour chaque niveau de classe. On a eu une approche globale pour chaque classe. Nous avions dans le même temps, vous voyez que nous avons fait passer des questionnaires de victimation, cybervictimation et climat scolaire à 1127 élèves répartis dans ces classes et appartenant aux 12 établissements. Dans le même temps, nous avons eu des entretiens avec les adultes. 4 entretiens avec 4 adultes de l'établissement, et vous voyez le panel des CPE, des assistants d'éducation, documentalistes, personnel de direction bien sûr, et puis des enseignants, des enseignantes. Et on a fait passer ces questionnaires de climat scolaire et victimation dans les classes, et ensuite nous sommes allés sur une partie des établissements, puisqu'ils étaient très nombreux. Nous avons fait un tirage au sort de manière à garantir l'aléatoire, et ont été retenus 6 collèges et 2 lycées dans lesquels nous avons réalisé des entretiens collectifs. Les classes étaient divisées en demi-groupes, soit mixtes, soit non mixtes, et nous avons travaillé en entretien collectif à partir d'un premier scénario que je vous présenterai tout à l'heure. Donc 415 élèves ont été concernés par ces entretiens collectifs en demi-classe. Enfin, 13 élèves ont été volontaires pour avoir un entretien individuel avec un chercheur ou une chercheuse. Donc là, c'était eux qui faisaient la demande. Ils pouvaient en faire la demande sur un document qu'on leur remettait à l'issue des entretiens collectifs, dans lesquels ils disaient « oui, je veux bien » et pour quel sujet. De quoi est-ce que j'ai envie de parler? Alors, on peut passer à la slide suivante. Alors, le contexte général de l'étude. Madame Zenou, Madame Guillet ont déjà un petit peu posé le cadre de ce contexte, qu'on va dire théorique. C'est vraiment la question que l'on appelle en termes scientifiques, et là je parle bien d'un terme scientifique, l'approche de genre. Les études de genre en France essayent de réfléchir à une manière de comprendre les situations en partant du critère du sexe de l'individu.
Alors le critère du sexe de l'individu, il est donné à la naissance. À la naissance, quand on est, le bébé, il est déclaré soit femelle, soit mâle, l'un ou l'autre. À partir de là, on va apprendre à devenir un homme, une femme, un petit garçon, une petite fille, puis un homme, puis une femme, bien sûr. Et cette étiquette de départ donne une vision complémentaire dans la société. On aurait l'idée que les hommes et les femmes sont complémentaires, ce qui est souvent porté par l'idée de reproduction. Et que des rapports entre hommes et femmes, finalement, se hiérarchisent entre eux. Madame Zenou disait tout à l'heure qu'il y a un sexe qui domine davantage l'autre dans la société. Les femmes ont du mal à avoir accès à, par exemple, des emplois de haut niveau de responsabilité. Ce que disent les études de genre également, c'est que quand on apprend à faire ça, on apprend à se mettre dans une certaine forme que l'on appelle l'ordre de genre. C'est-à-dire que l'on ne choisit pas complètement, on apprend à se mettre dans un système en tant que garçon, en tant que fille, en tant que femme, en tant qu'homme. Une des normes qui fait partie de ce système, rappelez-vous l'idée de la reproduction complémentaire tout à l'heure, c'est l'hétérosexualité. Dans les normes de notre société, l'hétérosexualité fait partie des normes qui conduisent à la manière dont les individus se comportent quand ils sont ensemble, hommes et femmes. Donc les études de genre essayent de questionner un petit peu cette vision, enfin de questionner pleinement cette vision. Elle paraît aller de soi. On la déconstruit rarement, mais on essaie justement de comprendre comment les choses se fabriquent et fonctionnent de manière systémique. C'est-à-dire qu'on apprend à devenir un petit garçon, une petite fille, un garçon, une femme, etc. Et finalement, on reproduit les choses dans un système qui s'auto-reproduit lui-même. Alors, l'étude proposait d'interroger le cybersexisme. Comme je vous le disais tout à l'heure, le cybersexisme, c'est un néologisme, c'est un nouveau mot. Il n'existait pas il y a 4 ans. C'est un mot qu'on est en train d'inventer et auquel on est en train de trouver un usage. Donc, on n'avait rien pour nous parler du cybersexisme quand on a commencé cette étude. On savait ce qu'était le sexisme, mais on ne savait pas ce qu'était le cybersexisme. Ce dont on disposait, les études antérieures, elles nous parlaient par exemple de cyberviolence. Ça, c'est mieux documenté, comment les individus agissent les uns sur les autres. Et vous voyez que la définition des cyberviolences passe par des insultes, par du harcèlement, de l'humiliation, des rumeurs qui sont répandues. Ostraciser, ça veut dire mettre à l'écart, exclure, mettre de côté. Exercer une coercition externe sur un individu, ça veut dire faire vraiment pression sur cet individu qui se trouve en situation vulnérable, ne peut pas se défendre seul, qui subit une domination. Alors, violence et cyberviolence répondent au même schéma. Répondent au même schéma. Ça va fonctionner de la même manière. L'individu va se trouver isolé et on va faire pression sur lui et on va le mettre en difficulté, voire le harceler quand c'est effectué de manière récurrente. Alors, les violences et les cyberviolences fonctionnent de la même manière. Et contrairement à ce que l'on pense quelquefois, les cyberviolences s'exercent entre personnes qui se connaissent, voire qui se fréquentent. Les cyberviolences, dans les médias, c'est pas toujours clair quand on entend parler de cyberviolence. On pense quelquefois que ça concerne des personnes qui peuvent être éloignées, qui se contactent par connexion interposée. Or, des études antérieures sur les cyberviolences, par exemple celle de Catherine Blaya, montrent que ce sont des personnes qui se connaissent, qui vont ensuite continuer entre elles à exercer des pressions. Ce qui nous a amené à imaginer, du coup ça me perturbe, ce qui nous a amené à imaginer
pour le questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui a été passé auprès de 1129 élèves. On a fait un questionnaire qui questionne à la fois le climat scolaire et les victimations, et à la fois les normes de genre, en partant de cette idée que ce qui se passait dans les établissements devait, en tout cas c'était ce que l'on souhaitait vérifier, passer également par les réseaux sociaux, par les téléphones. Puisque les élèves ont des téléphones, ils les utilisent tout le temps. Alors même si quelquefois c'est interdit dans l'établissement, là il y a des politiques qui sont des politiques scolaires, des règlements intérieurs qui réfléchissent justement à cette question-là. Mais on est parti vraiment de cette idée qu'il y a une proximité entre les acteurs quand il se passe des choses, des violences à l'intérieur de l'établissement et sur les réseaux sociaux ou par les smartphones. Nous avons donc utilisé comme deuxième outil, je vous disais pour les entretiens collectifs, le petit scénario comme ça. Au début des entretiens collectifs, nous avons présenté ce petit scénario. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait ordinaire. Les jeunes font des selfies. Vous faites des selfies. Souvent, on prend son assiette en photo, on se prend en photo, on passe à ses amis. Donc on avait pris ce petit scénario et on demandait aux élèves de réagir. Et bien sûr, les réactions étaient immédiates et très rapides. Donc elle a peur qu'on se moque d'elle parce que finalement sa photo a circulé alors qu'elle pensait l'envoyer qu'à certains amis. Les résultats principaux, je vais aller très vite. On va passer très vite là-dessus, simplement pour rassurer les personnels qui ont des responsabilités dans les établissements. Le climat scolaire est plutôt positif dans les établissements. C'est un résultat qui est récurrent. Les enquêtes de climat scolaire montrent que les jeunes perçoivent les établissements qu'ils fréquentent de manière positive avec des taux très forts de sentiments positifs. On a différentes catégories de relations qui sont mises à l'épreuve, qui sont vérifiées. Mais globalement, les jeunes viennent avec plaisir à l'école, se sentent en sécurité. Et puis, ce qui m'intéressait ici de vous présenter, c'est 91,8% d'entre eux et elles considèrent les relations entre élèves comme bonnes ou très bonnes. Globalement, on a une faible différenciation sociale, globalement, on a une faible différenciation entre les niveaux de classe, mais on va s'apercevoir. On parlait tout à l'heure du sexisme qui passe par exemple par les insultes, les moqueries. Regardez un petit peu les différences. Donc là, ce sont les élèves qui cochent combien de fois on s'est moqué de moi, est-ce qu'on s'est moqué de moi jamais, ou plus d'une fois, ou 5 à plus de 10 fois, etc. Rappelez-vous qu'on a fait passer les questionnaires en novembre et décembre, c'est-à-dire 3-4 mois à partir de la rentrée scolaire. Et les élèves avaient ce repère-là. Depuis la rentrée, combien de fois t'es-tu fait insulter? Combien de fois est-ce qu'on a utilisé des surnoms méchants, des moqueries, des insultes sur le poids et la taille, par exemple? Une mise à l'écart. Et combien de fois tu as renoncé à une tenue vestimentaire? Donc on voit que les victimations, les filles rapportent des taux de victimation vraiment importants. Insultes, moqueries, bon c'est un peu équivalent ici. Moquerie sur poids-taille, hein, c'est plus fort chez les filles, ce qui n'est pas ce qui a été attendu, ce qui n'est pas extraordinaire. La mise à l'écart également, plus forte de la part des filles. Sachant que notamment les filles sont plus victimes de rumeurs sur leur compte qui vont les mettre à l'écart. Renoncer à une tenue vestimentaire également. De manière classique, je dis classique parce que les études antérieures le montrent, hein, on a toujours le même type de résultat. Les garçons sont plus souvent les agresseurs, mais les filles peuvent l'être aussi. Les filles peuvent également mettre à l'écart, peuvent également véhiculer des rumeurs, etc. On peut donc parler
de violence à caractère sexiste. Et là, on est dans un sexisme qu'on appelle ordinaire. Quelque chose qui se construit de manière insidieuse, sans qu'on puisse pointer une situation particulièrement dérangeante, mais qui se fait tout le temps, finalement au quotidien. Pour les insultes, là, on va passer dans des catégories. Alors, nous avons utilisé les termes que utilisent les élèves, bien sûr, pour les toucher. Donc, vous allez avoir des mots grossiers. Et les élèves ont rempli un questionnaire dans lequel ces termes étaient bien posés. Parce que pour pouvoir comprendre les choses, il faut pouvoir mettre des mots sur ces choses et utiliser leurs propres mots. Donc, effectivement, on a questionné combien de fois on se fait insulter. Combien de fois on se fait insulter quand on est, entre guillemets, pute ou salope? Combien de fois on se fait insulter avec des insultes homophobes? Et vous voyez ici que si les filles sont clairement touchées par ce type d'insulte, les garçons sont plus touchés par le type d'insulte à caractère homophobe. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Les élèves qui sont le plus insultés, qui ont des insultes à caractère sexiste ou homophobe, lesbophobe, c'était avec l'intention de blesser, c'est pas le, entre guillemets, PD qu'on lâche à tout bout de champ. Là, c'était vraiment avec l'intention de faire du mal, c'était bien noté dans la question. Subissent aussi tout l'ensemble des victimations. Donc on a vraiment une concentration d'insultes sur certains élèves, filles ou garçons, qui les stigmatisent vraiment. On peut passer. Pour les victimations, cette fois-ci, à caractère sexuel. Ça a été un peu un choc, puisque si vous regardez le premier chiffre, il est extrêmement important. 29% des filles et 16% des garçons rapportent avoir déjà vécu au moins une fois qu'on leur retire un vêtement sans consentement, subir des attouchements sexuels, faire des gestes sexuels sous la contrainte, subir des actes sexuels sans consentement. Donc on a une victimation à caractère sexuel, cette fois-ci, qui est extrêmement élevée, qui touche davantage les filles, mais qui ne néglige pas les garçons. Les garçons sont également impactés. Ce qui fait qu'on peut dire que l'expérience relationnelle des filles et des garçons dans les établissements scolaires de l'enquête est vraiment plus défavorable aux filles. Mais globalement, il y a quelque chose qui se passe du point de vue du sexisme et là, des violences à caractère sexuel. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons vérifié par ces questionnaires la relation entre ce qui se passe dans l'établissement, du point de vue des victimations que je viens de décrire, et ce qui se passe dans le cyberespace. On s'aperçoit que les élèves qui sont victimisés dans l'établissement, le plus victimisés dans l'établissement, vont avoir davantage de risques de victimation également dans le cyberespace. 71% des élèves qui ne sont pas victimes de violences ne sont pas victimes de cyberviolences. Les cyberviolences sont moins importantes en taux de déclaration, en nombre de victimations, que les violences dans les établissements, par rapport à celles que nous avons étudiées. On rapporte beaucoup de violences à caractère d'insultes, moqueries, etc., beaucoup plus importantes, bien sûr. Alors, on va cette fois-ci s'intéresser aux propos que nous ont tenus les élèves. Donc, à chaque fois, je vais vous laisser lire. Ça, c'est le discours des élèves, recueilli dans les entretiens collectifs, et l'analyse qui est en dessous. Vous lirez plus vite que si je parle, donc on gagnera un peu de temps en vous laissant lire. Là, c'est un collectif de garçons, des garçons de 3e. Voilà, quelle est la pire chose?
faut qu'ils aient aussi, je ne sais pas si tout le monde a... Quelle est la pire chose qui pourrait être diffusée pour vous? Sur vous? Ah, qu'on diffuse un truc qui m'affiche, qui me fout vraiment la honte, moi en train de pleurer ou de me faire taper par quelqu'un, qu'on m'arrache mon téléphone, qu'on me demande mon code, mon argent, mes clés, qu'on me prenne en vidéo et qu'on le mette sur Facebook. Ou alors une photo où on me voit tout nu. Alors évidemment, vous avez compris que les attentes sociales, c'est-à-dire ce qu'on attend de la manière de se comporter pour les filles et ce qu'on attend de la manière de se comporter pour les garçons, est différencié. C'est là qu'on parle de système de genre. Il va y avoir des choses différentes. Là, on voit bien que ce qui affiche les garçons, c'est d'être montré en position de vulnérabilité. Parce qu'un garçon, il ne peut pas être vulnérable. S'il est vulnérable, s'il est montré en position de vulnérabilité, il est fragilisé parce qu'il ne sera pas viril, il n'est pas cap. Il ne domine pas la situation. Donc, être montré en situation de vulnérabilité est irrecevable. Il faut se différencier des filles qui sont considérées comme faibles pour montrer qu'on est un vrai garçon. Du côté des filles, groupe mixte de 3e. Si tu montres tes formes, tout le monde va le voir. On venait de passer la petite photo avec la petite pose. Dans la photo, elle ne montre pas vraiment ses formes, dit le chercheur. Juste un petit peu. Elle montre ses épaules à peine. Elle montre sa vraie nature, c'est tout. La première photo, c'est celle d'en haut, celle que je vous ai montrée. Vous êtes d'accord qu'elle n'est pas dégradante, cette photo? Si, elle fait exprès de se montrer comme ça. Là, il y a un peu du brouhaha, les autres ne sont pas forcément d'accord. Oui, mais elle est trop bête. Pourquoi elle est trop bête? Elle aussi, on lui demande d'envoyer sa photo et elle l'envoie. Situation d'interaction entre les filles et les garçons. Une fille, elle va se montrer si elle se prend en photo. La photo, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit juste le débardeur et elle prend la pose, mais on ne voit rien, on ne voit pas de bretelles de soutien-gorge, on ne voit pas grand-chose, on voit juste une petite bretelle de débardeur. Mais le fait qu'elle prenne la pose et qu'elle envoie la photo est stigmatisé comme étant un geste déplacé. Elle est bête, elle va céder. Pour autant, les filles qui font ça, elles cherchent à se mettre en valeur. Puisqu'elles cherchent justement à montrer qu'elles sont des filles, qu'elles sont désirables, qu'elles sont belles. Donc c'est vraiment très difficile parce qu'il va falloir montrer qu'on est sexy, qu'on est belle, sans le montrer. Difficile. Et tout de suite, la phrase qui fait mal, si elle le fait de se montrer, c'est une pute. On peut passer, voilà. Alors, cette fois-ci, les attentes qui correspondent plus aux filles et la manière dont des filles décrivent ce que les garçons disent d'elles. C'est assez poignant. Il y en a une qui dit, au bout d'un moment, dans la génération de maintenant, on est toutes des putes. Alors, non, mais c'est les mecs qui disent ça. Je veux dire, dans la génération de maintenant, les mecs, ils disent qu'on est toutes des putes. À partir du moment où ils se sont fait des filles faciles, toutes les filles sont comme ça. Ils mettent tout le monde dans le même sac maintenant. Les gars disent, maintenant, on ne trouve plus de filles normales. À 13 ans, il y en a qui sont même plus... Il y a des caves. Dans nos cités, elles se font tourner. Elles s'en foutent, elles aiment bien. Et après, elles se font jeter. Donc, on est dans un cas... dur, vraiment un groupe collectif de filles qui racontaient des situations que l'on trouve vraiment dures en tant qu'adultes et qu'elles-mêmes trouvent certainement aussi très difficiles, mais qu'elles analysent à leur manière. À leur manière, de toute manière, on a cette étiquette-là. Celles qui font ça, finalement, elles le cherchent. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, on a l'impression qu'on n'a pas la main sur la réalité et qu'on n'a pas la main sur qu'est-ce que l'on peut faire ensemble.
L'accès à la sexualité, hein, notamment avec les classes de 3e et de seconde, c'était une question qui était très prégnante, hein, qui était bien présente dans les entretiens. Est-ce qu'il faut coucher ou pas? Là, on voit bien que c'est ambigu. Hein. La sexualité pour la fille, elle n'est possible que dans le cadre du couple. Si la fille est avec un garçon, alors il peut y avoir des baisers et du tripotage, nous dit une certaine fille. Alors que pour les garçons, alors il n'y a que dans le cadre du couple qu'on a le droit de se montrer ayant un désir sexuel. Alors que pour les garçons, couple ou pas couple, on doit le montrer. On doit. Parce que si on ne le montre pas, on est suspecté d'être un PD. On va échanger, voilà. Alors, tout ça, évidemment, ça a des conséquences, bien sûr, puisque vous avez vu que dans les groupes, les filles, les garçons se connaissent, ils se fréquentent dans l'établissement, ils se fréquentent en dehors, et on a des étiquettes qui sont posées sur les personnes. Ouais, celle-là, elle est sympa, celle-là, elle est bien, celui-là, il est sympa, celui-là, il est bien, ok, celle-là, c'est une salope. Quand on a cette étiquette-là, on a ce qu'on appelle une réputation. Avoir une réputation, c'est avoir bien sûr une mauvaise réputation, c'est avoir une réputation de prostituée. Donc on se demandait comment est-ce que c'est relayé, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça alimente ce système, comment est-ce que ça fait masse. Comment est-ce que ce qui est en dehors de l'école rentre dans l'école, ce qui est dans l'école va à l'extérieur, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on évite de traîner avec certaines personnes qui ont une réputation. Avoir une réputation, c'est là qu'il y a une mise à l'écart. Hein, puisqu'on a cette étiquette, les autres ne peuvent plus la fréquenter. Parce que si elles la fréquentent, elles vont être contaminées par cette réputation. Ça veut dire qu'elles acceptent cette réputation. Alors après, il y a des potes. Il y en a qui s'éloignent de la fille. Il y a des gens qui disent qu'elle a fait. Ouais, mais les gens, ils déforment. Ben, en fait... Pour eux, les filles, c'est des faibles. Il y en a une fille qui dit à ses copines « J'ai eu un rapport avec ce gars-là ». Ses potes, elles vont la rejeter. Alors qu'un garçon va dire « J'ai baisé elle, j'ai baisé elle, j'ai baisé elle, j'ai baisé elle ». Entre potes, c'est normal. Alors que pour eux, une fille qui fait ça, on en revient toujours au même point, c'est une pute. Il peut y avoir des menaces. On peut dire « Si tu fais pas ce que je te dis, j'irai voir tes parents ». J'irai voir ton frère. On voit bien qu'effectivement, la pression de certains et de certaines, hein, parce que les filles, encore une fois, participent aussi à montrer du doigt celles qui ont fait des choses qui leur paraissent pas convenables, stigmatisent vraiment particulièrement les filles. Les enjeux de la popularité, parce que être populaire, c'est important. Pour un garçon, être populaire, ça va passer plutôt aussi par montrer qu'il est viril et donc qu'il a des petites amies, ou en tout cas qu'il a des meufs. Être populaire en tant que fille, c'est difficile, hein, parce que si je ne suis pas dans un couple, je ne peux pas me montrer comme désirante, etc. Mais si je ne le fais pas, on va dire que je suis une coincée, ce qui ne va pas non plus. Les outils numériques ici, les smartphones, etc., les réseaux sociaux vont permettre d'apporter la preuve de, soit qu'on est une fille qui ne sait pas se tenir, soit qu'on est un garçon qui collectionne. Et en tout cas, ça alimente à nouveau ce système. Et Madame Guillet a parlé tout à l'heure de revenge porn. Le revenge porn, c'est le fait de diffuser les photos qui étaient à caractère intime et privé et de les diffuser à l'occasion d'une rupture à grande échelle. Une vengeance à caractère pornographique, hein, issue d'une rupture de couple. Alors,
Là, c'est sur la photo, précisément. Hein, comment est-ce que les jeunes prennent des photos et sont dans cette situation d'échange entre eux. Il faut bien penser aux situations. Il ne faut pas isoler les faits du contexte dans lequel ils adviennent. Les comportements, ils appartiennent à une situation. On le voit bien ici. La fille, elle est amoureuse et c'est parce qu'elle est amoureuse qu'elle va faire une photo d'elle et qu'elle va l'envoyer à son copain. C'est bien parce qu'elle est amoureuse. Alors que le garçon, lui, il a juste fait pression et il a voulu recueillir une preuve. C'est fini. C'est fini ? Ah non. Voilà. Alors, là, je vais peut-être dépasser de 5 minutes si vous me l'autorisez. Bon. On a eu un récit, je vous propose maintenant, là on était dans des grandes vignettes pour essayer de montrer comment ça peut se passer pour les filles, comment ça peut se passer pour les garçons, ce qu'en disent les filles, ce qu'en disent les garçons. Et là je vous propose maintenant de prendre à partir d'une histoire qu'en entretien individuel, une jeune fille m'a confiée, de prendre cette histoire et de regarder quelles en sont les conséquences et ce qu'on peut analyser. Donc c'est Livia. Livia, au moment des faits qu'elle va me raconter, elle a 12 ans. Elle est en classe de 5e. Et là, quand elle me raconte ce qui se passe, elle est en classe de 4e et elle a vraiment voulu témoigner. La première, le début de l'histoire, comment ça se passe ? Parce que je lui disais, mais qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut se prendre en photo et l'envoyer à son petit ami ? Photo nue et l'envoyer à son petit ami. Tout simplement. Pour ça, je vous disais, il faut prendre en compte la situation dans laquelle on fait les actes. Le soir, on parlait beaucoup au téléphone. J'allais prendre ma douche, il m'a dit, tu veux bien m'envoyer une photo ? Je savais que c'était un garçon, qui avait envie de voir des filles. Je lui ai dit, non, j'en ai pas envie. Alors il me dit, ouais, quand je sortais avec d'autres filles, elles m'envoyaient des photos tout le temps. T'es bizarre, toi, hein ? Et il a commencé à m'insulter. Je me suis dit, je vais me prendre en photo. Peut-être que ça va lui faire plaisir. La pression du garçon sur la fille. Dans le couple, s'installe le rapport de domination et de soumission que l'on apprend dans de multiples situations. Par exemple, on apprend à renoncer à une tenue vestimentaire. Combien de fois dans des couples, les jeunes filles nous disent « non, je n'ai pas pu mettre ma jupe parce qu'il a trouvé qu'elle était trop courte. Non, je n'ai pas eu le droit de sortir. Attention à la contraception, ça se négocie dans le couple là aussi. Attention au rapport sexuel non protégé demandé par le garçon. Attention, attention. » Et là, on cède sur une petite chose, la tenue vestimentaire, et puis ensuite ça s'enclenche, ça s'accumule. Pour éviter la rupture, elle va céder finalement à son petit ami, bien qu'elle sache que c'était sans doute périlleux ce qu'elle allait faire. Mais en même temps, elle l'aime. Déclencheur 2, la menace, cette fois-ci, et le contrôle. Alors non seulement il y a eu des insultes quand même tout à l'heure sur la pression, mais là il y a la menace. Il m'a dit tout de suite, il reçoit la photo, et il me dit tout de suite, super, comme ça si tu fais la meuf, je sais ce que je peux faire avec. Et moi, je demande, mais qu'est-ce que ça te fait quand il te dit ça ? C'est pas une trahison, mais c'est horrible. Je lui envoie mon corps. Je lui envoie quelque chose de moi. J'avais totalement confiance en lui. Pour lui envoyer mon corps, une photo de mon corps, il fallait que je sois très en confiance. Or là, il me trahit à peine qu'il a reçu la photographie. Et je sais que si je casse, il envoie la photo, il la diffuse. D'ailleurs, cette photo, il a commencé tout de suite à l'envoyer à son meilleur ami avant la rupture, tout de suite. Donc bien sûr, la photo, initialement, elle est acceptée par la jeune fille, elle est réalisée dans le cadre privé amoureux, elle l'envoie à son amoureux, mais ça devient un moyen de pression, un moyen de contrôle du garçon sur cette jeune fille. Un moyen de dépendance. On peut dire que c'est un peu un trophée, cette photo, pour ce jeune garçon. Alors, il y a d'autres trophées, il y a les dick pics,
qui sont aussi des trophées. Il y a les tags d'une partie du corps. Il y a voilà, il y a tout un commerce, je dirais, relationnel avec ces moyens de communication pour apporter des preuves d'eux. Alors attention, parce que cette diffusion, elle constitue vraiment un fait grave, hein, commis en dehors du consentement de la fille, bien sûr. Le revenge porn, quand ils se séparent, arrive ce qui était craint. On s'était disputé pour une petite histoire, je ne me souviens plus trop, il a décidé de poster ma photo sur les réseaux sociaux par vengeance. Donc là, on passe de la sphère privée à la sphère publique. Hein, la photo qui était dans le cadre des amoureux, qui appartenait au couple. Un couple a le droit de se prendre en photo. Bascule dans la sphère publique. Et bien sûr, va rentrer dans le périmètre de l'école. Cette photo, elle a fait le tour. Les collégiens menaçaient d'envoyer ça à ma famille. Tout le collège était au courant. Dans la cour, dans les couloirs, quand je marchais, on me regardait de haut en bas. Pardon, il manque une lettre. On me dévisageait, tout le monde savait. Alors, Livia, ça fait des photos? Et bien sûr, l'étiquette qui est posée. Et tu n'as pas honte de ce que tu es. Même pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu es, ce que tu incarnes. On criait, on venait autour de moi, ça passe par le bouche à oreille. Et par les textos. Donc bien sûr, il y a ce développement effet numéro 2 quand ça rentre dans l'établissement. Hein, on voit que la situation va s'aggraver parce que même en présence de ses amis, des élèves de la classe, hein, là dans l'établissement, elle sera plus autant en sécurité, cette jeune fille. Pendant les cours, on lui fait une réputation horrible, elle ne peut plus prendre la parole. Bien sûr que ça va avoir une influence sur ses apprentissages, elle ne sera plus tranquille, elle ne pourra plus répondre au professeur sans être moquée. Et puis surtout, elle perd ses amis, elle est mise à l'écart, on va dire des choses sur elle. Hein, donc ça va être permanent. La difficulté, pour l'instant, on a décrit une situation qui se passe entre les jeunes, hein, qui appartient à leur univers. C'est justement l'une des difficultés, c'est comment est-ce que l'on peut parler de ça quand ça devient grave? Comment est-ce que l'on va pouvoir en parler à des adultes? Puisque les adultes sont là pour aider, hein, en principe. Et justement, c'est quelque chose qui a été difficile pour Livia. Je regrette, mes parents n'étaient pas au courant. Ça a été l'une des pires années de ma vie. Ta mère a été au courant longtemps après. Et oui, j'ai envoyé la photo vers octobre. Elle a été au courant en mars. Vous voyez, 6 mois pendant lesquels elle est restée dans cette atmosphère difficile et elle n'allait pas mieux. Bien sûr, ça s'aggravait. Et c'est une amie qui a dit à sa maman, hein, qui a signalé. À partir de là, tout s'est mis en place, bien sûr, l'établissement a été prévenu, une plainte a été déposée. Mais la connexion aux adultes, c'est-à-dire est-ce qu'on ose en parler aux adultes, c'est quelque chose on a trouvé un maillon très difficile. Donc l'épisode est largement diffusé, rediffusé. Il y a quelqu'un au collège qui a fait voilà, ce qu'un autre... Il raconte la scène, hein, c'est bien passé dans l'établissement puisque au cours d'un entretien collectif, on s'aperçoit que la scène elle est racontée par un élève qui s'en souvient bien. Alors bien sûr, les conséquences, elles sont vraiment massives. La jeune fille, je vous l'ai dit, elle a été en difficulté pendant 1 an. Hein, ça a été difficile pour elle d'apprendre dans ce contexte-là. On a ces messages qui véhiculent un double standard, c'est-à-dire qu'il faut se montrer belle, mais en même temps, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas dépasser certaines limites. C'est une forme de paradoxe qui est difficile à tenir pour les filles, hein, et qu'elles apprennent finalement de leur expérience. Et puis, l'idée aussi, et donc c'est amplifié par les outils du numérique, parce que non seulement il se passait des choses dans son établissement, mais en plus elle continuait à recevoir bien sûr des messages, etc. On a remarqué que ces situations-là, puisqu'elles restent dans le monde des jeunes entre eux, les adultes n'y ont pas accès, il n'y a pas de contre-discours, il n'y a personne qui est là à un moment pour dire non mais en fait ça ne devrait pas se passer comme ça, mais en fait est-ce que c'est vraiment toi qui es coupable? Peut-être pas, hein? Qui est-ce qui est la victime, qui est-ce qui est coupable? C'est vraiment difficile là parce que ni
les autres jeunes n'aident, et les adultes ne sont pas avertis, ni même dans la famille ou dans l'établissement. Donc on est vraiment face à une grande difficulté. Du coup, on se dit que le fait que personne ne réagisse et dise « attention, là, c'est pas normal, ça ne devrait pas se passer comme ça », le fait que personne ne dise ça, ça banalise ces situations-là. On finit par les trouver presque normales. En tout cas, la jeune fille, elle a dit « j'ai appris de ça ». Enfin, on pourrait espérer qu'elle apprenne autrement ou qu'elle n'apprenne pas ce genre de choses, quoi. Donc, comment est-ce qu'on arrive à se dire, à se résigner, à se dire, ben oui, c'est arrivé à un tel, voilà. On peut vraiment parler d'un contrôle social qui passe à la fois par ce qui se passe dans les relations, dans l'établissement, que l'on nommera le sexisme, mais également ce qui va continuer, on parle de sexisme augmenté, avec le cyberespace, donc de cybersexisme. C'est quelque chose qui marche complètement ensemble. C'est le même phénomène de socialisation, c'est-à-dire qu'on apprend les uns avec les autres en ayant ces normes-là qui pèsent sur les filles et sur les garçons. Attention, depuis 2016, un article de la loi, dans la loi pour une république numérique, a été promulgué qui considère que c'est un délit maintenant, la rediffusion sans le consentement de la personne qui a réalisé la photo à caractère sexuel. C'est un délit qui est puni d'emprisonnement et d'une amende forte. Donc on n'a pas le droit de diffuser des photos à caractère sexuel, c'est interdit par la loi. Donc on peut vraiment parler de sexisme augmenté avec ce cybersexisme, parce que c'est une bulle qui fonctionne complètement en interaction. Alors on a proposé une définition qui est sans doute critiquable. On est vraiment dans des faits qui font violence aux individus, aussi bien les garçons que les filles, parce qu'ils leur imposent quelque chose, qui se déploie à travers le cyberespace, qui contamine l'espace présentiel ou réciproquement, et qui vise à réitérer les normes de genre en distinguant les filles, les garçons, à mettre chacune à sa place dans le système de genre. On peut dire que le sexisme et le cybersexisme appartiennent au même processus de socialisation et qui sont banalisés à l'intérieur de ce processus de socialisation dans notre société. Voilà. Questions, discussions pour cette première partie. Et puis, on est là vraiment pour échanger avec vous. Pourquoi quand un garçon se met tout nu, se prend tout nu en photo, ça n'a pas les mêmes conséquences? Alors, on a posé la question. On a dit, si on inversait, si au lieu que ce soit Manon dans le petit scénario, si c'était Arthur, est-ce que s'il prenait la pose, ce serait différent ou ce serait pareil? Et jusqu'où est-ce qu'il faudrait que Arthur aille pour qu'on puisse dire qu'il se conduit mal, quoi? Il faut qu'il aille très loin, très très loin. Il est beaucoup moins toléré d'une fille un écart de tenue vestimentaire que d'un garçon. Les jeunes qu'on a interrogés, ils nous ont dit « Oh, il peut se mettre tout nu, hein. S'il l'envoie à un copain, le copain il va dire « Oh là là, il est marteau, celui-là, c'est un PD, voilà. » Alors qu'une fille, dès qu'elle monte sa bretelle, c'était déjà mal considéré. Donc là, on est bien dans la question des normes, c'est-à-dire ce qu'on peut autoriser à faire. C'est pas que c'est interdit, que ce soit interdit. C'est juste qu'on autorise ensemble, on trouve que c'est mal, ou alors on trouve que c'est acceptable. C'est ça, les normes. Et bien là, les normes pour les filles, c'est que la tenue vestimentaire, elle ne doit pas mettre en valeur les formes, mais en même temps, il faut que la fille soit sexy. Les garçons, pour qu'ils soient sexy, ils peuvent montrer leurs abdos. Et là, les filles, elles nous disent « Waouh, il est canon !» Les filles canon, faut qu'elles soient bien coiffées, bien maquillées, mais pas qu'elles montrent leur forme, peut-être. Une autre question? Est-ce qu'il y a des questions aussi dans les salles? Dans les autres salles, oui. Est-ce que vous avez reconnu des scénarios, des choses que vous
vivez, dont on vous parle, peut-être pas vous directement, mais que vous avez expérimenté? Non? Si. Alors les adultes disent plus oui que les élèves. Alors si vous n'avez pas de questions, on peut faire des remarques. Il y a une question. Oui. C'est sûrement une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est la question qu'on s'est un peu posée. Puisque, rappelez-vous, on avait des classes de 5e, 4e, 3e, seconde. Et on a vu que les choses changent un peu. On a vu des différences entre ce que disent les élèves de 3e et seconde et ce que disent les élèves de 5e, 4e. Les élèves de 5e, 4e étaient vraiment très vite outrés par la photo de Manon, hein, avec la bretelle. Alors que les élèves de seconde n'étaient plus du tout... bon, voilà. Hein. Il fallait qu'on aille plus loin dans la discussion. Donc il me semble que c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Alors ça veut dire que quand on est jeune, on va peut-être être plus... plus déstabilisé par des photos qui mettent en valeur des attributs qu'on dira à connotation sexuelle. La manière de se comporter comme pouvant dire « regardez comme je suis belle, je suis désirable sexuellement », c'est moins, parce qu'ils sont encore jeunes, c'est moins apprécié, c'est moins accepté par les tout jeunes. Alors que les adolescents puis les adultes qui ont déjà plus d'expérience de relations à caractère sexuel vont vont avoir appris des choses autrement. Mais les jeunes, peut-être aussi, si vous regardez la télévision, il y a des films pour les adultes, il y a des films pour les jeunes. Hein. Quand il y a des scènes à caractère sexuel, elles sont en général interdites aux jeunes. Voilà, c'est un apprentissage finalement. C'est quelque chose que l'on apprend. C'est vrai qu'on se posait tout à l'heure la question en discutant avec certains d'entre vous sur les images, par exemple, les publicités ou les choses qui peuvent arriver sur vos ordinateurs sans que vous le vouliez, qui sont à caractère sexuel. Les élèves également nous en ont parlé et notamment les filles disent « Moi, quand j'ai quelque chose comme ça sur mon ordinateur, je ne sais pas quoi faire parce que je ne suis pas allée sur un site porno. » Mais ça arrive, et déjà ça me dérange, je n'ai pas demandé, et en plus j'ai peur qu'on pense que je suis allée sur un site porno. Donc on a aussi cet apprentissage des relations à caractère sexuel et de la sexualité qui rentre en ligne de compte. Les jeunes sont quand même très prudes à cet âge-là, ils sont quand même... ils sont à un âge où ils n'aiment pas montrer leur corps, où ils sont quand même en 6e, 5e... Le corps change en plus, hein, donc on le dévoile moins facilement. Mais paradoxalement, la pornographie est tout à fait presque ordinaire. Oui, parce que pour eux, c'est pour apprendre. On va se renseigner, c'est vrai. Alors les documentalistes nous ont beaucoup dit ça. Par exemple, les ouvrages ou les documentations sur la question de la sexualité qui passent quelquefois par les mangas, par des littératures un peu détournées ou pour les jeunes, ont un grand succès, notamment chez les garçons, parce qu'ils peuvent aller apprendre des choses sans trop que ça se voit, sans trop que ça soit montré. Il y a des stratégies. Je vais me rapprocher parce que les autres lycées nous disent qu'ils n'entendent pas les questions. Moi, en entendant votre présentation et en voyant le rapport, je suis aussi... je me dis que finalement, en tant qu'adulte, on est très bousculé par le langage notamment et certains comportements, alors qu'il y a un chiffre qui m'a beaucoup heurté, qui est le chiffre des 30% des filles qui disent avoir été victimes de violences sexuelles. En fait, il faut appeler les choses par leur nom. Et finalement, ça se voit peut-être moins. Ça ne s'entend pas et on rejoint un peu ce qui se passe globalement dans la société, hein, dans les écoles, mais dans tout le reste de la société, où le fait qu'on ne parle pas, ou peu, ou pas assez, alors on essaye de mettre en place des choses pour contrer ça, mais on parle difficilement des violences sexuelles parce qu'on se sent coupable de les avoir subies aussi. Et du coup, je me dis qu'il faut, même si les deux phénomènes sont en lien, mais qu'on arrive à travailler vraiment sur cette question de prise de conscience
de la limite de ce qui est de l'ordre de la violence et de ce qui est de l'ordre de la découverte. Et que vraiment, enfin voilà, tout n'est pas permis et tout ne respecte pas ça ne contribue pas au respect du corps des uns et des autres. Et c'était le cas aussi pour les garçons et davantage pour les filles. Mais du coup, c'est un sujet qu'on pourrait travailler, qu'on travaille déjà, mais qu'on pourrait aussi travailler en mixité encore davantage, quoi. Ce chiffre, il est vraiment... il interloque. Hein. Il est vraiment... très fort. Très fort. C'est un chiffre effectivement très fort et sans doute il y a aussi alors là l'étude elle avait vocation à éclairer le cybersexisme, hein, donc bien sûr on ne s'est pas attaché à déconstruire ce phénomène-là, mais bien sûr qu'on l'a trouvé extrêmement important. Et qu'est-ce qu'on en fait dans les établissements? Parce que ce qu'il a de dérangeant, c'est que c'est ce qui se passe dans les établissements, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Hein, ces 29%, c'est bien dans les établissements. Je pense, il nous semble que les chefs d'établissement avec lesquels nous avons discuté sont souvent avertis, alors par les infirmières scolaires, assistantes sociales, etc. Le réseau fonctionne bien, mais ne révèle sans doute pas tout. Et puis, les questionnaires de climat scolaire et victimation, ce sont des autodéclarations. C'est-à-dire que ce sont les jeunes filles qui disent aussi que ça leur fait violence. Ou les jeunes garçons qui disent que ça leur fait violence. Ça leur fait violence que leur baisse la culotte quand ils sont en cours de PS. Ça leur fait violence qu'on leur dise... enfin, je sais pas, il y a des tas de choses qui viennent comme ça. Et c'est ce qui leur fait violence aussi. C'est ce qui est caractéristique. Et c'est quelquefois une limite ou une critique de ce type de questionnaire. Mais en même temps, c'est ce que rapportent les élèves eux-mêmes. Ils s'estiment victimes. Madame? Quel rapprochement on peut faire à ce moment-là entre le chiffre du début, 91,8% d'élèves qui se sentent avec des bonnes relations à l'intérieur des établissements, et 29% de filles qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles. Oui. Pour répéter la question, il faudrait peut-être répéter sur les... La question de Madame, c'était quel est le rapprochement entre le taux de climat scolaire qui est satisfaisant et qui dit que les relations entre les filles et les élèves se passent bien, sont bonnes, et finalement c'est 29% et c'est 16% de victimation. Moi, je n'ai qu'une interprétation, hein. Peut-être on peut en trouver d'autres ensemble. Mon interprétation, c'est que c'est complètement intégré. C'est que c'est une forme d'intégration, une forme d'incorporation qui fait que globalement ça va bien. Et après, quand on rentre dans les détails de chaque situation, parce que ces questionnaires sont très précis, il n'y a pas d'échappatoire, on n'est pas sur des globalités. C'est combien de fois on t'a mis la main au sein, aux fesses, etc. Combien de fois tu as été insulté de ceci ou de cela. Donc on voit bien qu'entre, globalement, ça se passe bien, on vient dans les établissements scolaires avec plaisir. Mais en fait, si je me questionne très précisément, je vais trouver des choses qui finalement, des aspérités, qui finalement sont très dérangeantes, puisque je les considère comme des victimations que je subis. Mais l'analyse n'est pas faite par derrière. C'est la difficulté du sexisme. C'est que, voilà, ça se passe, les blagues sur les blondes, bah oui, mais on aime bien tous rire, tous en rire. Bon, mais sauf que quand c'est dans une certaine situation, ça devient plus très drôle. Donc, c'est la seule interprétation pour l'instant que je peux vous offrir. Pardon? C'est une phobie à tous, parce que ça va pas bien, mais on a tous été victimes un jour au moins d'une réflexion sexiste. Ah oui, oui, oui. Là, on était centré sur les... Pardon. En fait, ils le vivent comme nous, ces élèves. Ils vont dire parce que ça va bien, mais si on pointe les petites choses, ben, on passe tous par là. C'est le caractère insidieux du sexisme ordinaire, qui est aussi bien intégré par les garçons que par les filles, et par nous globalement dans nos relations sociales. Hein, on fonctionne comme ça. Donc la difficulté, c'est comment enrayer le système. Peut-être aussi la culpabilité d'être un être sexué, d'être une fille voilà, qui peut avoir du désir de la même manière qu'un garçon peut avoir du désir. Ça s'apprend, effectivement, hein, ça s'apprend.
pour revenir à vos questions au début, oh là là, si un garçon me touche la main tout de suite, ça y est, je suis en émoi. Bon, après, chez les adultes, c'est moins fréquent. Voilà. Mais donc, on apprend ça. Ça fait partie des expériences de ce qui se passe entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Ça dépend encore une fois du contexte également, ce qui se passe dans la vie sociale. Le cercle d'amis n'est pas la même chose que ce qui se passe dans la vie professionnelle pour les adultes. Pour les élèves, ce qui se passe dans l'établissement n'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe dans le cercle familial ou dans le cercle des amis. Qui appartient au privé et qu'est-ce qui appartient ensuite au public et à l'école. On revient. Revenir à la réunion, appuyez sur la touche dièse. Pour modifier le mode de modération, composez le 1. Couper ou rétablir. Ah, ils sont obligés de se reconnecter peut-être dans une salle. Pour contrôler le volume de votre Ça a été une difficulté en fait. On s'aperçoit que dans les établissements, la prise en charge se limite. Je m'éloigne parce que la prise en charge se limite parce que on dit oui, mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas notre affaire, c'est leur compte. C'est leur compte Facebook, etc. Donc c'est plutôt aux parents. Sauf que les parents ne sont pas plus avertis. Donc, qui fait quoi? Et si on se refile la patate chaude pour le dire de manière triviale, personne ne fait rien. Or, ce qui est urgent, c'est urgent de faire quelque chose. D'expliquer peut-être déjà aux jeunes, et puis peut-être d'intervenir aussi. On a vu que là, la jeune fille, pendant 6 mois, a tourné en rond dans sa classe et à pouvoir dire à personne, c'était très lourd pour elle. Oui. Madame... Voilà, Madame disait que dans les établissements scolaires, bien sûr qu'ils se préoccupent aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque ce qui se passe sur les réseaux sociaux arrive dans l'établissement. Et du coup, il y a nécessité de faire quelque chose. Je n'ai pas parlé en termes de généralité, c'est souvent un point d'achoppement. En fait, c'est... Mais oui, mais quelle est la limite? Comme le disait Madame, quand est-ce que ça bascule du privé au public? Et comment est-ce qu'on dénoue le fil? Mais... Les réponses sont assez variées finalement, mais la préoccupation, elle est souvent présente. Et c'est vrai que souvent, les élèves vont venir faire confiance à une personne dans l'établissement qui va pouvoir remonter et avertir la famille. Oui, Madame. Merci, Madame. C'est tout à fait important. Il faut qu'on répète. Oui, donc Madame disait que le privé et le public ne se mélangent pas si simplement que ça dans la loi et que chacun et chacune aussi doit faire la part des choses entre ce qui se passe dans la sphère privée et dans la sphère publique. Mais ce qui est important dans votre parole, c'est surtout que les établissements ne sont pas ni réticents et n'ignorent ces situations et qu'ils vont se mettre en lien avec les familles dès qu'il y a besoin, avertir les familles. Et ça a été une difficulté de l'enquête, c'est que nous n'avions pas les familles. Et ça a été un point de difficulté, nous n'avions pas la possibilité de toucher les familles. On va peut-être passer à ce moment-là aux recommandations. Donc encore quelques éléments de réflexion et comme la discussion est bien engagée sur la question, justement, vous allez sans doute pouvoir retrouver des... On a appelé ça recommandations, mais ce sont des moyens, enfin des moyens d'envisager collectivement les choses à partir des éléments de cette enquête, des résultats de cette enquête. Bien sûr, vous verrez que vous allez vous reconnaître dans les actions que vous menez déjà dans vos établissements, certainement. Très bien. Ah. En attendant que le diaporama redémarre, peut-être juste, je voulais...
Le diaporama, tout le monde le voit, d'accord. Bon. On En va attendant juste que l'écran redémarre, je voulais juste apporter un petit complément en particulier pour rebondir sur la question de mademoiselle tout à l'heure. Chez les adultes, il y a les mêmes phénomènes finalement. Il y a un effet peut-être d'amplification ou de découverte de la part des adultes de ce qui peut se passer chez les jeunes et dans le cadre privé ou dans le cadre de l'école. Mais chez les adultes, il y a évidemment les mêmes types de comportements et de sexisme ordinaire. Il y a les mêmes questions de difficulté à parler des violences, à en parler à d'autres personnes. Il faut réinitialiser le... Ça s'appelait tout seul. Bien peut-être. Voilà, on va y arriver. Merci de vous joindre à la réunion. Veuillez entrer le mot de passe de la réunion. Ça, c'est pour vous réveiller, en fait. Ah, les montages complexes, technologiques et complexes. Mais bon, ça a permis à des personnes éloignées de pouvoir participer. Voilà. Vous voulez terminer? Non, c'est un peu... Oui. Là, tout le monde vous entend à nouveau. Tout le monde nous entend. Au cours de cette étude, notamment à partir des discussions avec les adultes, on a bien compris que beaucoup de choses se faisaient déjà dans les établissements. Il y a beaucoup d'actions. Les personnes étaient déjà vraiment averties. On vient d'en avoir des témoignages. On s'est demandé surtout comment... Les commandes suivantes pour la conférence sont disponibles. C'est le gag. Appuyez sur la touche dièse. C'est difficile de parler de ce sujet. Décidément. Même la technique se met contre nous. Les élèves aussi nous en ont parlé. Ils nous ont dit que réitérer, redonner, systématiser des éléments de précaution pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux, pour parler des questions de cyberviolence, les entendre périodiquement, une fois par an par exemple, ne serait peut-être pas inutile. Donc systématiser la prévention, organiser, structurer, planifier les actions de prévention, intégrant le cybersexisme évidemment et les relations filles et garçons. L'idée également que c'est quelque chose qui pourra se construire collectivement. Donc Madame reparlait tout à l'heure, je ne sais plus, c'était vous Madame, des conseils de la vie lycéenne, où bien sûr ce sont les lieux sans doute favorables, mais dans les collèges aussi il faut en parler. Dans les collèges il faut en parler également. Donc comment est-ce que l'on organise ça? Par quel outil? En tout cas, est-ce que ça peut passer? Mais faire dialoguer les adultes et les jeunes sur ces questions est tout à fait important. D'une part parce que les jeunes ont besoin de comprendre que les adultes se préoccupent de ces situations-là, qu'elles ne sont pas ordinaires, qu'elles ne sont pas anecdotiques, qu'elles ne sont pas anodines. C'est aussi une façon de les sécuriser, de leur montrer qu'ils sont en sécurité et qu'ils peuvent contacter les adultes, justement. Et puis, les adultes ont aussi besoin d'entendre ce que disent les jeunes. Alors, bien sûr, il y a des personnels qui entendent les jeunes toute la journée, qui vont être très à l'écoute, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour certains adultes dans les établissements, ce sont des comportements dans des situations qu'ils ne voient pas parce qu'ils ne les lisent pas. Ils ne les perçoivent pas comme étant des situations problématiques. Prévoir aussi des actions concrètes quand il s'est vraiment passé quelque chose, un cas grave. Comment? Ce serait un peu le kit d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait dans la classe quand on sait qu'il s'est passé quelque chose? Très fréquemment, on met le jeune homme ou la jeune fille de côté. On fait quelque chose de côté. Et pourquoi ne pas utiliser aussi des moyens collectifs? Puisqu'on a bien compris que ça se passe dans un groupe, dans le groupe et notamment dans le groupe classe. Comment impliquer les jeunes dans ces réflexions-là? C'est leur prise en compte, c'est leur construction de la citoyenneté, c'est leur problématique.
comment est-ce que l'on va les inclure dans les dispositifs dans lesquels on va essayer de leur apprendre. Alors maintenant, il y a effectivement, ça a changé de dénomination, la citoyenneté morale et civique, éducation morale et civique, c'est ça? Enseignement moral et civique. Donc là, on peut bien sûr aborder ces thèmes-là, peut-être pas seulement de manière ponctuelle. Et puis, comment est-ce qu'on peut leur faire jouer un rôle, hein, les jeunes? Puisqu'on a vu que quelquefois, ils préfèrent se parler entre eux et entre elles. Comment est-ce qu'on peut les aider à construire un rôle? Alors, les délégués de classe, est-ce qu'ils sont les personnes les mieux à même de porter ce rôle? On a quelquefois des ambassadeurs, des ambassadrices de l'égalité. Hein, ça, c'est un dispositif également qui existe. Bien sûr, les débats dans des cadres divers. On a vu les documentalistes, on sait que les infirmières sont très mobilisées sur ces questions-là. On a des personnes, encore une fois, qui sont mobilisées sur ces questions-là. Pensez aussi, hein, les filles et les garçons, ils ne se parlent pas forcément de ce que ça leur fait. On a pu éprouver que les jeunes avaient l'occasion, au cours de nos études dans les entretiens collectifs, de se dire des choses qu'ils ne se disent pas d'ordinaire, bien sûr. Hein, pourtant, ce n'était pas une intervention de formation, hein, c'était une recherche. Mais on a compris que c'était positif aussi, ils avaient été heureux de débattre de ça ensemble, de s'entendre dire des choses ensemble. Peut-être, hein, on sait que sur les personnels, notamment dans les établissements scolaires, reposent de nombreuses missions, que ces missions ont tendance à s'empiler les unes sur les autres, ce qui génère une certaine forme d'épuisement aussi, et puis peut-être une difficulté, hein, à s'en saisir en disant ben oui, mais je dois tout faire, ça repose sur moi. On sait que ce n'est pas facile et on suppose bien sûr que ce n'est pas une idée très nouvelle. Le travail en équipe est important, mais le travail en réseau. Parce que quand on a discuté avec les adultes dans les établissements, on s'est aperçu que la communication passait assez peu finalement entre les diverses personnes. Tout le monde n'a pas à être averti de ce qui s'est passé pour une telle ou pour un tel. Mais comment collectivement on va construire un réseau qui va pouvoir porter ces questions-là? Et dans ces questions-là, il me semble qu'on peut mettre l'éducation à la sexualité, on en a parlé, aux médias, hein, c'est un thème aussi qui est important, à l'esprit critique vis-à-vis des sources, vis-à-vis aussi de ces phénomènes-là, à l'égalité des droits femmes-hommes. Bien sûr, hein, ces éléments-là nous paraissent aller ensemble dans une orientation qui pourrait trouver plus de cohérence, réunir différents acteurs, réunir différentes actions qui peuvent porter quelque chose qui rentre dans ce système dont on a parlé. Donc impliquer les acteurs et les actrices, et puis le développement par l'approche prévention par le climat scolaire. Cette question de climat scolaire, alors on a vu que le lien n'était pas forcément le meilleur entre je me sens bien dans mon établissement et pourtant il se passe des choses graves. Mais en même temps, il y a sans doute des outils qui sont à imaginer pour vérifier comment se passent les relations réellement, concrètement, dans les classes ou dans l'établissement. Certains établissements, pas du tout sur les questions de sexisme et cybersexisme, parce que là c'était vraiment un questionnaire construit spécifiquement pour cette étude, mais les établissements utilisent quelquefois pour leur pilotage, hein, pour améliorer le climat scolaire à l'intérieur de leur établissement, périodiquement ces questionnaires. Hein, ça permet de révéler ce qui se passe concrètement. On est sur... voilà, ça donne un état des lieux qui peut être remis à l'épreuve une fois par an, une fois tous les 2 ans, pour imaginer, pour vérifier si la situation évolue, quels sont les nouveaux problèmes auxquels on peut avoir à faire face. Vérifier également si les actions qui ont été réalisées
portent leurs fruits auprès des élèves sensibilisés. On peut imaginer que de la 6e, 5e, 4e, 3e, tout le cursus du collège, puis ensuite le cursus du lycée, il puisse y avoir des actions comme ça qui puissent monter en puissance ou pouvoir être pérennisées, ou en tout cas permettre aux élèves de se sentir concernés par ces sujets-là et de mieux y répondre à ces problématiques.